Bon, ça va être quoi le prochain film à critiquer? Oh, mais c'est de la merde! Oh, finalement ça va, c'est pas si mauvais que ça. Bon, comment faire la critique d'un film de ce calibre sans se prendre des menaces de mort? Je crois qu'il est temps que je rendosse mon costume de... La prélogie Star Wars, quelle histoire compliquée à aborder. J'ai rarement vu une trilogie aussi partagée. Pour certains c'est absolument grandiose, et pour d'autres c'est absolument nul à chier. N'est-ce pas, Matt? Hein? Me concernant, j'ai jamais été très fan de la saga Star Wars. J'apprécie les films pour ce qu'ils sont, surtout l'épisode 3 et 5, mais ils n'ont jamais rien eu de sacré pour moi, que ce soit la trilogie originale ou la prélogie. Donc je pense avoir un avis suffisamment neutre pour que vous me preniez un minimum au sérieux. Et attendez, ne me tuez pas tout de suite et écoutez au moins ce que j'ai à dire. À la sortie de l'épisode 1, le succès fut sans surprise au rendez-vous en franchissant la barre symbolique du $1 milliard. Malheureusement, la critique était assez mitigée concernant le film. Bon, pas au point de condamner définitivement cette prélogie, mais quand même. Le principal reproche étant le personnage de Jar Jar Binks qui était assez détestable, et vu que le personnage était très présent lors de cet épisode, le plaisir lors du visionnage n'a pas dû être à son paroxysme. Malgré tout, ce premier épisode a beaucoup de qualités. Il y a d'excellents acteurs, bon, sauf Jack Lloyd, hein, de beaux effets visuels et une musique dantesque. Mais est-ce que ça suffit à en faire un grand film? Non. Mais c'est pas non plus une merde. George Lucas, qui avait déjà réalisé le premier épisode, revient aux commandes de ce deuxième volet. C'est assez drôle de se dire que l'épisode le plus apprécié par les fans, c'est l'Empire contre-attaque, un épisode qui n'a absolument pas été réalisé par George Lucas. Et ça veut dire beaucoup de choses. Au casting de notre film du jour, on retrouve, comme dans le premier film, Ewan McGregor, Natalie Portman et Samuel Jackson. Mais aussi le petit nouveau du groupe, Hayden Christensen, qui remplace Jack Lloyd dans le rôle d'Anakin Skywalker. Ah ça va, c'était trop tentant, on y a tous pensé. Mais aussi Christopher Lee qui vient rejoindre le casting de ce deuxième film. Un acteur renommé qui a joué dans certains films Dracula, L'Homme au pistolet d'or ou plus récemment avant la sortie du film, Le Seigneur des Anneaux. Bon, autant dire que c'était un casting plus qu'alléchant, et j'avais personnellement hâte de voir ce qu'Hayden Christensen allait donner en futur Dark Vador. Bon, autant avec le troisième film ça va, il est plutôt convaincant, mais dans le deuxième film il y avait de quoi pleurer des larmes de sang. On va y revenir. Doté d'un budget de 115 millions de dollars, il en a rapporté 650 millions. Une grosse chute par rapport au premier volet, mais succès commercial quand même. En France, ce fut également une réussite avec plus de 5 millions d'entrées. Eh bien, que raconte ce deuxième volet? L'histoire se déroule 10 ans après l'épisode 1, c'est la crise à la République. Et puis aussi, c'est la guerre! La sénatrice Padmé est menacée de mort, mais elle finit par être sous la protection d'Anakin Skywalker, qui est amoureux d'elle depuis le tout début alors que ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, blablabla. Pendant ce temps, Obi-Wan Kenobi va tenter de retrouver les têtes pensantes de cette tentative de meurtre. Bon, on va passer à la partie que vous attendez tous. Les détracteurs s'attendent sûrement à ce que je détruise le film, et les fans s'attendent à ce que je le défende un minimum. Vous allez tous être déçus. Déjà, commençons par la réalisation de Lucas. Même s'il a fait des progrès par rapport au tout premier film Star Wars, c'est le degré zéro de la mise en scène. Seulement des plans fixes, à quelques rares exceptions près, et tout cela sur fond vert. Oui bon ça va, on fait avec ce qu'on peut hein. Sans être catastrophique, c'est une réalisation extrêmement lambda que n'importe quel autre metteur en scène aurait pu faire. Mais bon, vu que le plus gros du travail revient à ceux qui sont en charge des effets spéciaux, on ne va pas trop s'en plaindre. Le seul plan réellement intéressant de ce film, c'est celui qui joue avec l'ombre et la coiffure d'Anakin pour donner l'impression qu'il a déjà le casque de Dark Vador. Je dois avouer que c'est plutôt bien trouvé, mais c'est le seul de tout cet épisode. Et puis bon, si c'est seulement pour ça que George Lucas a donné une coiffure aussi ridicule à Anakin, franchement ça valait pas le coup, parce que à part se foutre de la gueule de son coiffeur, je vois pas trop à quoi ça sert. Surtout, je trouve le film visuellement moins beau que le précédent. Il y a de gros soucis de contraste et de nombreuses sous-expositions qui ne vont absolument pas à l'écran. Mais comme je l'ai dit, le plus gros du boulot, ce sont les effets spéciaux. Et là, je dois avouer être un peu déçu. Je pensais les trouver irréprochables alors que c'est pas vraiment le cas. Le meilleur côtoie le pire. Certains plans passent encore parfaitement bien, même aujourd'hui. La beauté visuelle et graphique est assez impressionnante, alors que d'autres font ultra fake. C'est ça le danger d'avoir un film bourré d'effets spéciaux numériques, surtout à cette époque. Ils finissent par mal vieillir. Et oui, je sais que les versions Blu-ray actuelles apportent un arrangement à tout cela et modernise un petit peu les effets ratés. Mais là, je tiens à rappeler que nous sommes en 2002 et que je juge la version sortie cette année-là. Et en plus, ce serait pas juste par rapport à d'autres films qui n'ont même pas pu bénéficier de cela. Même les scènes d'action sont assez décevantes. La première course-poursuite n'est absolument pas immersive ni prenante. Ajoutez à cela le fait que le design de la ville ressemble énormément à celle du 5e élément, et tout ce que l'on obtient, c'est du déjà-vu. Ou je peux citer Blade Runner pour aller plus loin dans le temps. Et même la bataille finale est un bordel sans nom, ça tire de partout et n'importe comment. Le spectateur finit par se sentir extérieur à tout ce qui se passe. Il n'y a absolument aucune implication émotionnelle. Alors oui, c'est rythmé et plutôt bien foutu, mais on est juste
pas du tout, mais alors pas du tout dedans. Le summum étant atteint lors du seul véritable duel au sabre laser à la fin du film face au comte Dooku. J'ai jamais vu un affrontement aussi torché. Obi-Wan, 30 secondes. Anakin, 30 secondes. Yoda, 30 secondes aussi. Alors oui, Yoda se bat également dans ce film, dans une scène qui me laisse assez perplexe. Il y a plusieurs types de réactions face à ce truc. Oh putain, mais Yoda il saute dans tous les sens, c'est trop cool. En fait, il cachait son jeu depuis le début. Oh putain, mais Yoda il saute dans tous les sens, c'est juste pour faire cool et ça a aucun sens. La seule scène d'action qui est réellement géniale, c'est l'affrontement entre Jango Fett et Obi-Wan. Tir au pistolet, esquive avec sabre laser, explosion, poursuite en vaisseau, charge sismique. Voilà, là c'est super, là je m'éclate, là c'est génial. Et c'est dingue de se dire que dans cette scène, il n'y a pas de musique alors que c'est John Williams qui est en charge de cela. D'ailleurs, vu qu'on aborde le sujet, la musique est excellente, voire magistrale comme d'habitude. En même temps, c'est John Williams, hein, tu peux pas tester ma couille. Mais le problème c'est que cette BO est mal utilisée dans le film. Si on prend les musiques individuellement, elles sont géniales. Mais le problème c'est qu'elles sont dans le film et qu'elles ne sont absolument pas mises en valeur. Elles passent assez surprenamment inaperçues au sein du long métrage et seul le Love Theme sort un peu du lot. Sinon le reste c'est soit du recyclage d'autres films de la saga qui étaient génial, soit ce sont des musiques pas réellement mémorables. Merde les gars, c'est John Williams, ne foutez pas en l'air sa musique en la foutant n'importe comment en montage. Alors attention, ne comprenez pas de travers ce que je dis. Oui, la musique est grandiose, mais le souci c'est qu'elle perd totalement de son impact dans ce deuxième volet. Passons maintenant aux acteurs, et là encore, le meilleur côté le pire. Les meilleurs interprètes sont malheureusement en retrait comme Christopher Lee ou Samuel Jackson qui sont très bons, mais beaucoup trop sous-exploités. Ewan McGregor fait plutôt bien son boulot, son jeu n'a rien de transcendant, mais rien de honteux non plus. Non, le vrai problème c'est Hayden Christensen et Natalie Portman, et eux ils sont en avant dans le film. Et oui, ils sont pourris. Leurs jeux sont extrêmement décevants, on ne sent pas d'implication au niveau de leur regard. Et leurs phrases sonnent extrêmement fausses, ils ne sont absolument pas crédibles. Hayden Christensen a un jeu beaucoup trop exagéré, tandis que Natalie Portman n'est absolument pas dedans et n'a pas l'air d'y croire elle-même. Bon, faut dire que je pardonne, parce que je pense que ça doit être assez dur de jouer avec des dialogues aussi minables. Les répliques sont très forcées et téléphonées, et du coup cette romance en devient grotesque. C'est mal amené, mal écrit, mal interprété et mal exploité. Le scénario pose un réel problème. Ici, le meilleur côtoie encore une fois le pire. C'est dingue. L'histoire parallèle entre Anakin et Padmé est extrêmement risible et fait tâche, une amourette qui n'a rien envie à Twilight, avec une niaiserie totalement absurde, tandis que l'autre segment avec Obi-Wan n'est pas totalement dénué d'intérêt, malgré quelques éléments vraiment inutiles. Par exemple, pourquoi avoir tenté d'expliquer les origines de Boba Fett? Ce personnage était intéressant justement grâce au mystère qui l'entourait. Pourquoi montrer ça? Ça retire toute la force du personnage. Arrêtez de vouloir tout expliquer. Mais Boba Fett n'est pas le seul personnage inutile de ce film. On retrouve également C3PO et R2D2 en tant que comic relief qui remplace Jar Jar Binks. Oui, parce que ce dernier n'apparaît pas plus de 5 minutes dans ce long métrage. Le public ayant détesté assez unanimement le personnage dans La Menace Fantôme, George Lucas a décidé de le retirer de l'intrigue principale. Et je trouve qu'il a eu raison d'écouter son public, il a pas fait sa tête de mule. Et le fait de retirer le personnage de Jar Jar, c'est sûrement la meilleure idée qu'il ait eue. Le souci c'est qu'il nous a foutu ces deux-là. Ils sont complètement inutiles et n'avaient aucune raison d'être aussi présents dans cette prélogie. Déjà ça apporte des incohérences par rapport à la trilogie originale, mais heureusement la facilité scénaristique ultime réglera ce souci dans l'épisode 3, l'effacement de la mémoire. Merci George Lucas. Surtout leur utilité se réduit uniquement à faire rire le public et à apporter de l'humour afin de dédramatiser les événements. Le problème c'est que c'est lourd et surtout très chiant. La scène de l'usine en est un parfait exemple. Chaque fois que les deux robots apparaissent, c'est juste une énorme blague, c'est pas possible. Ok, la première fois que j'ai vu ce passage, j'ai littéralement laissé tomber avec ce film. Pourtant, il y a des choses intéressantes dans le scénario. L'apparition des clones qui deviendront les Stormtroopers que l'on connaît tous, Palpatine qui finit par prendre le pouvoir inaugurant de plus en plus la chute de la République, ou bien Anakin qui bascule du côté obscur... Ok, je voulais pas en parler, mais je vais être obligé de le faire. Ce film est censé mettre en avant le passage de plus en plus évident d'Anakin vers le côté obscur. Et là encore, le meilleur côté le pire. Déjà, sa rivalité avec son mentor, Obi-Wan, aurait pu être intéressante, mais elle est extrêmement mal exploitée dans le film, vu que la caractérisation d'Anakin se résume à être un ado prétentieux et râleur. Je serais même tenté de comparer leur relation à celle de Batman et Robin dans le film de Schumacher. Mais le signe majeur de sa dérive vers le côté obscur reste la mort de la mère d'Anakin. Ce dernier, envahi de colère, tuera les responsables de cela, mais hors champ. Quoi ? C'est l'arc central de la psychologie d'Anakin, le fait qu'il pourrait prendre plaisir à tuer.
Et vous le montrez pas? Oui bon, au moins George Lucas a l'occasion de se rattraper avec les conséquences de tout cela dans la tête d'Anakin. Après tout, il avait déjà montré que ce dernier préférait une dictature plutôt qu'une démocratie. Mais là, c'est maintenant ou jamais. Et c'est là qu'Anakin finit par douter de plus en plus de son statut de Jedi. Il se dit, à quoi bon rester du bon côté de la Force si on peut même pas sauver ceux qu'on aime? Et c'est là qu'il pensera de plus en plus à rejoindre les séparatistes. Et puis après cela... Tout ça, c'est la faute d'Obi-Wan. Il est jaloux. Il m'empêche de grandir. Ok, George, t'avais tous les éléments devant toi, et voilà ce que tu en fais, tu gâches tout avec une seule phrase. Selon Claire, cette phrase chie clairement dans la colle. Ça gâche tout, et ça rend la scène beaucoup moins forte qu'elle aurait dû l'être. Bref, comme vous avez pu le voir, le scénario est assez bordélique. Il y a de bonnes choses, mais gâchées par les mauvaises. Et ajouter à cela un rythme un peu trop inégal, soit c'est trop lent, soit c'est trop rapide, et le spectateur aura du mal à réellement accrocher à ce qui se passe. Et c'est un film très glacial, on ne s'attache à rien, et du coup, on est trop extérieur au déroulement. En conclusion, est-ce que Star Wars épisode 2 est un bon film? Non. Est-ce que c'est un mauvais film pour autant? Non plus. C'est juste affreusement moyen. On regarde le film sans vraiment s'y attacher. Et en plus, c'est moins bon de la saga. Étrangement, le statut de moins bon épisode de la saga revient le plus souvent à la menace fantôme. Mais je trouve que ce film a plus de qualité que l'attaque des clones. Les bons acteurs sont au premier plan et les mauvais au second. Le film est visuellement plus joli, la musique de John Williams est bien mise en valeur et beaucoup plus mémorable dans ce long métrage, et les scènes d'action sont nettement meilleures, surtout le combat au sabre laser nettement plus dantesque et technique que celui torché en 2 minutes avec le comte Dooku. Bon, après, on a tous nos préférences, mais objectivement, l'épisode 1 est meilleur. Oui, il y a le personnage de Jar Jar, mais bon... c'est un détail. Et heureusement, les choses vont s'arranger avec l'épisode 3 qui fait partie des meilleurs de la saga avec l'Empire contre-attaque. J'espère pouvoir vous en parler car il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et enfin, je pourrais vous dire du bien d'un épisode de la prélogie. Bref, il est temps pour moi de partir. Et franchement les fans, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. J'ai tenté d'être le plus objectif possible avec ce film. Donc les phrases du genre que j'y connais rien en cinéma ou alors que j'ai rien compris au film, je préférerais ne pas les voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez au cinéma et que la force soit avec vous. Ah bah tiens, j'y pense, j'ai pas parlé de toi dans cet épisode. Il est temps de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Aucune limite à mon